Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode draft sur Touchdown Actu, l'épisode 411. Le Super Bowl est fini. C'est donc à la draft d'être mis en lumière jusqu'à la fin du mois d'avril. Pour m'accompagner, Jean-Michel, bonjour à toi. Bonjour Victor, comment ça va? Mais ça va bien, ça va bien. On a encore un programme riche aujourd'hui, puisqu'on va parler quarterback. On vous a parlé dans le tout premier épisode de Justin Fields et de Trevor Lawrence. Aujourd'hui, on va vous parler de Zach Wilson et de Trey Lance. On va évidemment continuer à vous parler des besoins des équipes. Aujourd'hui, ça va être des Denver Broncos et des Dallas Cowboys. Et ensuite, on finira par nos sleepers. Sans perdre de temps, on va tout de suite vous parler de deux quarterbacks qui pourraient aller dans le top 10 de la prochaine draft. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Alors, Zach Wilson et Trey Lance. Dans le premier épisode, quand on vous parlait de Fields et Lawrence, on parlait de joueurs plutôt peu risqués, des joueurs dont on connaissait les forces et les faiblesses. Là, on est totalement sur l'inverse, puisqu'on a deux joueurs qui représentent, pour des raisons différentes, un pari. Zach Wilson, c'est donc le quarterback de BYU, 1m90 pour 95 kg. Il a fait en 2020 247 passes complétées sur 336, 3692 yards, 33 touchdowns, 3 interceptions, 250 yards au sol et 10 touchdowns. C'est vraiment une année exceptionnelle par rapport à ce qu'il avait pu montrer les 2 années précédentes. Et de l'autre côté, Trey Lance, donc quarterback de North Dakota State University, donc qui n'a pas joué en 2020, mais qui en 2019 a réalisé 192 passes complétées sur 287, 2786 yards, 28 touchdowns, 1100 yards au sol et 14 touchdowns au sol. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais il fait 1m93 pour 102 kg. Tout de suite, Jean-Mi, je vais te laisser parler du premier profil, Zach Wilson. Si tu devais avoir un adjectif pour le définir, pour que les gens comprennent qui il est, ce serait quoi? Imprévisible. Zach Wilson est imprévisible. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas un quarterback classique qui va faire sa première lecture et puis sa deuxième. C'est quelqu'un de totalement imprévisible pour une défense. C'est-à-dire qu'il est très mobile dans la poche. Alors, il peut aussi courir en avant lorsqu'il le faut, mais c'est surtout dans la poche. Souvent, on l'entend être surnommé Houdini. Donc, pour les plus jeunes, Houdini, c'est quelqu'un qui se défait de toutes les prises. Il est insaisissable. Ensuite, c'est quelqu'un d'imprévisible parce qu'il lance dans n'importe quelle position. C'est-à-dire qu'il peut lancer en étant en reculant vers l'arrière. Il peut lancer à l'opposé de sa course. Il court vers la droite, il lance vers la gauche. Il peut lancer alors qu'il a vraiment pas du tout ses pieds vraiment bien positionnés au sol. Il est totalement imprévisible et c'est un grand improvisateur. Donc forcément, c'est un profil séduisant et en plus, c'est vraiment quelqu'un qui peut effrayer des défenses par rapport à ce côté imprévisible. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur, bon, je pense que vous l'avez déjà compris, mais la comparaison va être assez facile à faire. Mais c'est un joueur qui a énormément progressé cette année. Sa précision de lancer était assez extraordinaire, surtout sur les passes longues. Parce que c'est un joueur qui a un gros bras, ça on l'a pas découvert, mais qui soit capable d'être aussi précis, ça c'était une petite surprise. Tu l'as dit, hein, vitesse, improvisation. Je dirais que son grand défaut, entre guillemets, mais est-ce qu'il y est pour grand chose, c'est qu'il est dans une université indépendante où ils ont affronté des équipes qui n'étaient pas extrêmement réputées pour la plupart. Il a évolué derrière une ligne qui était absolument formidable. Donc forcément, les doutes sont... Voilà, il a réussi à faire ça contre des équipes de second plan. Même le match phare, les 2 matchs phares contre Boise State, c'était des remplaçants. Et contre Coastal Carolina, ça a été son plus mauvais match. Donc est-ce qu'il est capable de vraiment répéter ce genre de performance face à des grosses équipes? C'est vraiment la question pour lui.
Voilà, exactement. Tu as tout résumé au niveau de ses défauts, ou de ses, comment dire, des craintes qu'on peut avoir au niveau de Zach Wilson. C'est ça, c'est l'opposition. Il a rarement été mis sous pression. Or, il le sera en NFL. Là, il n'était pas du tout derrière une ligne offensive qui dominait la plupart de ses adversaires. Donc, c'est vraiment la question qui se pose. La deuxième question qui se pose aussi, c'est le revers de la médaille de ses qualités, c'est-à-dire que un joueur qui a autant de qualités d'improvisation, qui est capable donc de lancer dans toutes les positions, est-ce que ça va passer en NFL avec des défenses bien plus complexes qui vont masquer leur schéma, qui vont le feinter? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu l'as mentionné tout à l'heure, seulement 3 interceptions en 2020, c'est impressionnant. Malheureusement, ce style de jeu, ça peut faire craindre beaucoup plus d'interceptions au niveau NFL. C'est là qu'est le doute pour Zach Wilson. Tout à fait, tout à fait. Et Trey Lance, si tu devais le définir avec un adjectif? Double menace, parce que Trey Lance, il faut savoir que c'est vraiment un quarterback qui court beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme tu l'as dit dans ses stats, en 2019, il a lancé beaucoup de touchdowns, aucune interception, ce qui, de toute façon, quel que soit le niveau, est une très, très, très grosse performance. Mais quand tu regardes son nombre de passes lancées, on est très loin des chiffres des Justin Fields, Zach Wilson ou Trevor Lawrence. Trey Wilson lançait quand même beaucoup moins. Et c'est ça le problème en NFL, c'est-à-dire que si je bascule un tout petit peu sur ses défauts, c'est un quarterback qui est capable d'avoir une première lecture, mais si la première lecture est marquée, il va courir. Voilà, il n'y a pas de deuxième lecture, il court. Alors il court très bien, il n'y a pas de souci, mais il court très bien aussi avec North Dakota State. On parlait de l'opposition tout à l'heure pour Zach Wilson, mais là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il jouait au second niveau universitaire dans une équipe qui est un petit peu comme le Alabama de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il dominait absolument tous leurs adversaires et donc il était vraiment tranquille là-dessus. Donc en NFL, ça sera totalement différent pour lui. Voilà les doutes. Oui, c'est vrai que ça, on peut en parler juste 30 secondes, mais les gens vont peut-être être étonnés qu'on parle autant d'un quarterback de deuxième division, comme on avait parlé de Carson Wentz, qui venait de la même université. Mais c'est parce que North Dakota State, pour plusieurs raisons, dont des raisons financières, n'est jamais monté en première division. Mais il domine la deuxième division. Je crois que sur les 8 dernières années, ils en gagnent 7. Je crois qu'il y a James Madison qui en gagne une. Voilà. Donc globalement, ils sont absolument inarrêtables. Et c'est vrai que, forcément, il arrive sur le terrain, il a la meilleure ligne, les meilleurs receveurs, les meilleurs coureurs, la meilleure attaque. Donc c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'il aurait pu donner cette année, puisque de toute façon, la deuxième division, on n'a pas joué. Hein, donc c'était pas un choix pour le coup, pour sa part. Enfin, ils ont joué un match. Un match. Pour ce que ça vaut. Moi, c'est un joueur, je dirais que c'est athlétiquement, c'est un monstre. C'est ce que tu veux hein, en NFL. C'est le quarterback moderne. Il a une grosse puissance de bras. Il a un corps très puissant. Il est rapide. Il est coureur, etc. Mais alors, moi, ce qui me dérange, c'est la précision. Hein. La précision sur les passes moyennes et sur les passes longues, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué avec lui. Et je l'ai dit, hein, 192 passes complétées sur 287. Quand tu as la meilleure ligne et les meilleurs receveurs, c'est pas extraordinaire. Ça fait pas rêver. Et alors, il a des passes qui trop souvent partent trop loin ou à gauche. Souvent, c'est ou trop loin ou trop à gauche. Mais il va falloir qu'il corrige ça. Alors, est-ce que il a progressé entre-temps? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Il y en a qui disent que sur le match de 2020, il avait progressé dans sa mécanique. Mais enfin, sur un match, c'est compliqué à dire. Voilà, c'est vraiment... Lui, c'est le pari ultime, quoi. C'est ça, exactement. C'est le quarterback que tu prends pour son potentiel et que tu mets en couveuse derrière un vétéran qui pourra prendre, quoi, tout simplement. C'est ça, parce qu'on disait souvent notre deuxième question, c'est qui a la plus grosse marge de progression. Ils ont tous deux une marge de progression énorme, mais alors Trey Lance part de très très loin. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Donc limite, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est entre guillemets de faire une Rodgers, d'attendre 2-3 ans au show et d'apprendre la NFL. Oui, oui, exactement. Parce qu'ensuite, il a quand même beaucoup de qualités. Par exemple, son gros bras, comme tu disais, il faut savoir qu'un tiers de ses yards lancés en 2019, c'était pour des passes de plus de 20 yards. Mais effectivement, voilà, c'est la deuxième division universitaire. Un des gros défauts aussi par rapport, donc tu parlais de sa précision, c'est notamment ce qu'on appelle les lancers avec anticipation. C'est-à-dire quand le quarterback doit lancer avant que le receveur ait fini son tracé. Et ça, malheureusement, il a encore beaucoup de mal. Après, voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Si tu le mets avec un coaching staff qui va le couver, le faire progresser,
ne pas lui mettre la pression de suite, donc il sera pas titulaire en 2021, ça m'étonnerait, ou alors ça serait pour moi une erreur. Ensuite, à voir comment il progresse, ça peut donner quelque chose de fort. Du coup, au niveau des systèmes NFL, on l'a plus ou moins évoqué, mais qu'est-ce que tu verrais comme système idéal que tu peux illustrer par des termes techniques ou par une équipe pour un Zach Wilson, par exemple, et ensuite pour un Trey Lance? Ah ben Zach Wilson, ça serait une passe à pied offense, comme on dit, c'est-à-dire une défense qui passe beaucoup par le jeu aérien, vu ses qualités exceptionnelles dans le jeu de passe. Si on cherche une équipe, je dirais que par exemple les Falcons, ça serait très très bien pour lui, puisque c'est une attaque qui passe beaucoup. Alors, c'est une attaque qui passait beaucoup, à voir ce que va faire le nouvel entraîneur, mais a priori, quand tu as Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley, etc., je pense qu'ils vont rester sur ce modèle-là. Et Zach Wilson, dans ce système-là, en plus, en faisant au moins une saison derrière Matt Ryan pour vraiment s'ajuster au niveau NFL, je pense que ça serait un système parfait pour lui. À l'inverse, Trey Lance, lui, je le verrais plus dans ce qu'on appelle les read pass options, c'est-à-dire lorsque le quarterback récupère le ballon et la défense ne sait pas si le quarterback va lancer, si le quarterback va courir ou s'il va transmettre au coureur. Et là, par exemple, je pense à une équipe comme les Panthers, par exemple, qui sont pas forcément spécialistes de ce système-là, mais quand tu as un coureur du calibre de Christian McCaffrey, je me dis que pour le futur, si tu as un quarterback comme Trey Lance, ça peut être vraiment un gros problème pour les défenses adverses, parce que va faire Trey Lance une fois qu'il a le ballon dans la main? Est-ce qu'il va lancer une bombe? Est-ce qu'il va courir lui-même? Est-ce qu'il va le donner à McCaffrey, qui est extraordinaire? Tu vois, c'est un peu les mêmes problèmes qu'avaient les défenses lorsqu'ils affrontaient Cam Newton ou Lamar Jackson. Donc je le verrais bien dans ce style-là de système. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il a plutôt un corps plus proche de Cam Newton que de Lamar, mais si on veut illustrer le RPO, en effet, l'équipe qui en use et en abuse, c'est les Ravens. On voit bien à chaque snap, Lamar Jackson va prendre le ballon et finalement, il a le choix entre courir, donner à courir à son coureur ou faire une passe. Donc, pour schématiser, c'est parfois un peu plus complexe, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, vraiment, avec un quarterback qui doit avoir un QI football assez élevé, puisqu'il faut prendre des décisions très vite. Si on prend les comparaisons sur Zach Wilson, il y a une comparaison qui est assez évidente. Soit c'est celle que tu as choisie, je te laisse nous la dire. Ah ben oui, c'est Patrick Mahomes, puisque au niveau de ses qualités, c'est un petit peu, enfin même c'est beaucoup les mêmes qualités. Au niveau des doutes, c'est exactement les mêmes doutes qu'avaient la plupart des observateurs lorsque Patrick Mahomes est sorti de Texas Tech, c'est-à-dire c'est un improvisateur, une faible position, à NFL ça passera pas forcément. Donc vraiment la comparaison c'est Patrick Mahomes. Alors ok, hein, on parle de Patrick Mahomes qui à l'heure actuelle est sans doute le meilleur joueur NFL, donc on n'est pas en train de dire que Zach Wilson aura ce niveau-là, on parle des caractéristiques. Et là les caractéristiques, il n'y a pas photo, c'est Patrick Mahomes. Oui, bah c'est évidemment la meilleure comparaison. Moi, j'en avais une pour faire sourire, c'était Johnny Manziel. Par certains côtés, moi, je trouve qu'il a un côté improvisateur comme ça. Mais en vrai, oui, Patrick Mahomes. De toute façon, on va en voir de plus en plus des quarterbacks avec ce style de jeu-là. Je pense que ça va avec l'évolution de la NFL. Et voilà, en effet, il aura peut-être pas le niveau de Patrick Mahomes. S'il l'a, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est le même style de jeu. Ouais. Et pour Trey Lance, du coup... Ben moi, je pensais à Oui, vas-y. Je pensais à Marcus Mariota. Parce que c'est pareil, lorsqu'il sortait d'Oregon, Mariota, c'était un quarterback qui était au moins autant efficace à la course qu'à la passe, même peut-être plus. Ensuite, Trey Lance, visuellement, a l'air plus costaud, mais finalement, quand tu regardes les mensurations, ils ont exactement les mêmes mensurations. Donc, ouais, moi je dirais Marcus Mariota. Ouais, c'est très compliqué de trouver une comparaison. Moi, oui. J'ai vraiment sur ce joueur-là, j'ai beaucoup de mal. J'avais presque envie de dire que c'était un Andrew Luck ultra brut. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais dans le sens où limite, s'il progresse à la passe, on oublie parfois qu'Andrew Luck était plutôt un monstre physique. Je pense qu'avec les blessures, etc., on l'a un peu oublié. Mais je me dis, c'est le genre de joueur vers qui il doit tendre s'il veut être durable en NFL. Alors, c'est pas exactement le même type de joueur, c'est très compliqué à comparer. On va dire que c'est une sorte de Cam Newton, Marcus Mariota qui court mieux, qui lance moins bien. C'est assez compliqué à comparer pour le coup. Un gros Lamar Jackson. Allez, vendu, allez. Bon, très bien. Et j'ai envie de te dire... Voilà, on a parlé de Lawrence, on a parlé de Fields, on a parlé de Wilson, on a parlé de Lance. Je voudrais que tu me fasses ton top 4 dans l'ordre.
Ben, pour moi, c'est comme tu les as dit. Lawrence, Fields, Wilson, Lance. Alors moi j'ai une petite différence, c'est que j'ai Wilson en 2 et j'ai Fields en 3. Oh! Parce que je pense vraiment qu'à un moment, Fields, c'est vraiment le joueur que je vois bon, hein, mais limité. Mais tellement limité. Et il y a un moment, faut prendre des risques pour gagner des titres. Il faut réussir à trouver la perle. Et je trouve que t'as plus de chances de trouver la perle avec Zach Wilson que Justin Fields. Par contre, t'as plus de chances de te retrouver avec un joueur qui déçoit totalement. Donc c'est toujours le problème du plafond et du plancher. C'est un risque plus élevé, mais moi c'est un risque que j'aurais envie de prendre, notamment si j'étais au hasard les New York Jets avec le choix numéro 2 de la draft. Eh ben écoute, pour les arguments que tu donnes, c'est pour ça que moi je fais le choix inverse. C'est parce que Justin Fields, il me donne quand même plus d'assurance aujourd'hui. Alors oui, comme tu dis, son plafond, peut-être Wilson deviendra meilleur. Mais aujourd'hui, Fields me donne beaucoup plus d'assurance que Wilson. Donc c'est pour ça que je le prendrai moi en numéro 2. C'est ça, et du coup ça sera vraiment un choix selon les front office en fait. Selon l'appétence au risque qu'ont les front office, ils vont choisir l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas de mauvais choix, mais je pense que le 1 et le 4 sont assez clairs. Et la discussion, elle tourne vraiment autour du 2 et du 3. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur ces deux joueurs. On va tout de suite passer sur la rubrique préférée de nos auditeurs, puisqu'on va parler draft et on va parler des Denver Broncos et des Dallas Cowboys. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Certains ont Joe Burrow et Justin Herbert comme quarterback, et certains ont Drew Luck. Et Drew Lock, pardon. J'ai fait un petit mélange avec notre cher ami Andrew Luck. Donc, les Broncos, c'est une équipe très paradoxale. Je pense qu'on était assez d'accord sur l'idée. Il y a une défense à reconstruire, à peu près partout, surtout si Von Miller s'en va. Et de l'autre côté, il y a une attaque qui fait plutôt du bon travail sur la ligne, sur les receveurs, sur les coureurs. Mais il manque la pièce maîtresse, il manque le quarterback. Et la question, c'est est-ce qu'en neuf, sachant que tu vas avoir dans les pattes les Lions, les Panthers, on en a parlé la semaine dernière, est-ce que tu es capable d'aller choper un top quarterback de cette draft, ou est-ce que tu te dis non, je continue avec Drew Luck et je prioritarise la défense? Ah, ben moi je prendrais l'option numéro 1. Hein. Parce que comme tu dis, quand tu auras de l'attaque des Broncos, franchement, la ligne offensive, elle est très très bien. Il y a encore une marge de progression, mais quand tu auras les 5 titulaires, tu vois pas de trous. Les 5 Garrett sont Bowles bons. a fait une saison absolument sensationnelle. Exactement. Et puis même les autres sont bien aussi, je trouve. Comme tu dis, il y a 2 coureurs performants, Gordon et Lindsay, il y a des tight ends, il y a des receveurs de partout, il manque vraiment un quarterback. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces pics de draft? Oui, bien sûr, tu peux améliorer l'équipe, mais franchement, moi, je ferais un gros package pour aller attraper Zach Wilson. Parce que le souci de Denver, c'est forcément Drew Lock. C'est un quarterback moyen, je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un quarterback moyen. Donc, tu feras rien avec Drew Lock. Moi, je pense pas, enfin, rien. Tu n'iras pas très loin avec Drew Lock, c'est pas possible. Donc du choix numéro 9, il faut absolument qu'il monte. Pour moi, ça serait vraiment la priorité. Aller attraper Zach Wilson ou Justin Fields. Moi, je vois pas comment tu montes. Honnêtement, enfin, t'as les Eagles qui seront peut-être sur le marché s'ils trade Carson Wentz. T'as les Lions, t'as les Panthers, ça va te coûter trop cher. Ça va te coûter trop cher de passer devant tous ces gens-là. Je reste assez sceptique. Moi, j'irai sur la construction de la défense. D'autant plus que dans le top 10, je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui va se diriger vers la défense et du coup, tu auras les meilleurs joueurs disponibles pour toi. Donc typiquement, moi, je serais très séduit par le choix d'un Caleb Farley, le cornerback de Virginia Tech, que j'aime beaucoup, ou par le choix d'un Kwity Paye. Pourquoi pas? Kwity Paye en edge. Je sais que les gens le voient plus en 4-3, mais moi, ça ne me choquerait pas de le voir dans un rôle à Von Miller, justement, si Von Miller s'en va. Donc c'est un potentiel athlétique, on en a parlé, c'est le genre de joueur, athlétiquement on voit pas ça tous les jours, et il peut faire un vrai beau boulot dans cette défense. Ah oui, je suis d'accord avec cette option, hein, évidemment. Hein. S'ils continuent avec Drew Lock, ou sait-on jamais, s'ils attrapent, je sais pas moi, un Sam Darnold ou un autre quarterback, pourquoi pas? Parce qu'ensuite la défense, effectivement,
Moi, je prendrais Patrick Surtain en cornerback, mais Caleb Farley, ça me va très bien, ou comme tu dis, un pass rusher. Et effectivement, il faut reconstruire un petit peu la défense. Il y a déjà des éléments de qualité dans cette défense, mais comme on l'a dit, au niveau de l'attaque, c'est plutôt complet. Il faut qu'ils aillent en défense ensuite. Alors, il y a des éléments de qualité, mais enfin, il y a du coup Von Miller qui est un point d'interrogation et Justin Simmons qui doit être signé, parce que sauf si j'ai loupé quelque chose, pour l'instant, il est toujours pas signé. Non, mais bon, à mon avis, normalement, c'est la priorité, j'imagine. Normalement, ça devrait le faire s'ils sont pas trop bêtes. Deuxième tour, du coup, quel que soit, j'ai envie de dire, le choix au premier tour, c'est un défenseur ou un quarterback. S'il te reste un deuxième tour, parce que tu l'auras peut-être vendu pour avoir ton quarterback, mais là, on se dirige vers la défense. Oui, clairement, la défense. Donc tu peux prendre un pass rusher ou un corner si tu l'as pas fait au premier, ou peut-être un linebacker aussi. Il y a G. Johnson qui est très très bien contre la course, mais alors peut-être un linebacker un peu plus capable en couverture. Je pense à quelqu'un comme Dylan Moses d'Alabama par exemple, qui pourrait faire beaucoup de bien. Moi j'aimerais bien renforcer la ligne, et notamment l'intérieur de la ligne. Il y a des joueurs, je pense, qui seront disponibles à ce niveau-là et qui seront intéressants, comme Levi Onwuzurike, comme Jetufele éventuellement. Après, il faut réfléchir à la manière dont ils intègrent le système, mais c'est des joueurs qui pourraient mériter un début de second tour si l'équipe considère que c'est le fit parfait pour le système. Ah oui, mais ces joueurs-là mériteraient cette sélection, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est vrai que je me suis plus basé sur les besoins. Et je pense que les besoins des Broncos en défense sont plus dans les arrières défensifs ou au niveau du linebacker intérieur. Parce que sur la ligne défensive, ils ont quand même de sacrés joueurs. Et notamment des jeunes en développement. Je pense à Dermond Jones, par exemple. Donc, mais pourquoi pas au premier rideau aussi, bien entendu. Et après, aussi au deuxième tour, on peut... Parce qu'on parle beaucoup de cornerbacks ces dernières semaines, mais il y en a un, j'ai remarqué qu'on n'a pas tellement évoqué, mais qui pourrait partir au second tour, c'est Tyson Campbell, qui est à Georgia, donc qui est un peu moins dans la lumière que Eric Stokes en ce moment, mais qui est vraiment le prototype physique classique du cornerback, c'est tout ce qu'on veut. Après, bon, il a des petits défauts de concentration et de vision, mais ça peut se corriger aussi, donc ça peut être un choix intéressant pour le coup. Oui, effectivement, c'est un joueur en fait qui est très très athlétique, donc c'est pour ça que si on se projette sur la NFL, il peut avoir un bel avenir. Après, moi je pensais peut-être à une autre option, tu vois, mais peut-être un petit peu plus tard, genre au troisième tour, je pensais à Trey Brown de Oklahoma. Pourquoi Trey Brown? Parce que c'est un cornerback qui est un petit peu petit, qui manque de taille, d'ailleurs c'est pour ça qu'il pourrait être disponible au troisième tour, mais par contre il est très rapide, c'est un joueur très rapide, et quand même il ne faut pas oublier que dans leur division, tu as les Chiefs, avec Tyreek Hill, Mecole Hardman, tu as les Raiders qui viennent de prendre Henry Ruggs, tu as vraiment des joueurs rapides, donc un cornerback avec beaucoup de vitesse, genre Trey Brown qui me fait penser un petit peu à Dante Jackson des Panthers, ça pourrait être une solution également. Ou alors, il est petit, hein, mais un Jack Jones de Arizona State. Pourquoi pas aussi, c'est un joueur rapide, mais c'est vrai que par contre lui il est tellement petit qu'il finira peut-être dans le slot pour le coup. Il y a un moment on veut bien dire que le physique compte pas, il y a le talent, mais quand il te manque autant de taille, ça commence à devenir gênant. Bon, je pense qu'au niveau des Broncos, on a fait le tour, hein, c'est quarterback et défense. On va passer sur une autre équipe qui est un peu plus... qui a beaucoup de besoins en défense aussi, mais qui a peut-être des besoins un peu plus divers, c'est les Dallas Cowboys. Ah oui. Qui vont donc choisir en 10e position. En 10e position, nous on est parti du principe, toi et moi, parce qu'on n'imagine pas autrement, que Dak Prescott va être re-signé. Oui. Re-signé ou retag ou quoi qu'il arrive. Voilà. Donc cette question ne se pose pas pour nous. La question c'est qu'est-ce que tu fais avec le choix numéro 10 ? Est-ce que tu te dis, la défense a tellement de trous qu'il faut que je la renforce? Ou est-ce que tu te dis que tu as une ligne qui était avant redoutable mais qui commence à vieillir et qui serait temps d'injecter notamment à l'extérieur du sang frais du côté gauche, du côté de notre cher Tyron Smith? Tu te dis les deux en fait, hein, parce que les deux choix seraient bons. Donc oui, tu peux partir sur un pass rusher, si il y en a un que tu aimes, genre Pay ou genre Rousseau, tu peux partir sur un cornerback, parce qu'effectivement, ça serait bien qu'ils aient un Farley, un Surtain, même un Jesse Horn. Ou, effectivement, tu regardes cette équipe, ils ont eu du succès comment? Avec une grosse ligne offensive. Donc là, malheureusement, avec, comme tu dis, ils prennent de l'âge, il y a beaucoup de blessures.
Et c'est pour ça qu'avec le choix 10, par exemple, moi, il y a un joueur que j'aime bien, que je sais que tu aimes bien aussi, c'est Rashawn Slater. Et pourquoi j'aime bien Rashawn Slater par rapport à d'autres offensive tackles? C'est surtout par rapport au fit avec les Cowboys, parce que Slater manque un petit peu de taille, un petit peu d'envergure. C'est pas un left tackle que je mettrais dans toutes les équipes. Par contre, au Cowboys, je le trouverais parfait. Parce que si on continue le jeu des comparaisons, il me fait penser un petit peu à un Isaiah Wynn des Patriots, c'est-à-dire un joueur qui est pas très grand, mais qui a cette capacité à jouer left tackle ou à jouer plus à l'intérieur. Donc du coup, tu as ces options-là qui sont ouvertes, c'est-à-dire que si l'an prochain tu as un Tyron Smith qui revient à un très bon niveau, ben, tu le laisses en left tackle et tu peux intégrer Slater à l'intérieur. Si c'est pas le cas, ben, Slater de toute façon tu peux le mettre soit en tackle gauche, soit en tackle droit. C'est quelqu'un avec une grande polyvalence. Oui, et puis c'est un joueur qui est plutôt bon pour la course. Et malgré tout, bah, ils ont un running back à 10 millions, 15 millions, je ne sais même plus combien il est payé, notre cher ami Ezekiel Elliott. Donc si ça peut être un joueur qui lui ouvre des boulevards, ça peut être une très bonne chose. Mais c'est vrai que voilà, c'est une ligne qui a souffert. Hein. Tyron Smith, bah, à un moment, est rattrapé un peu par l'âge. Travis Frederick a pris sa retraite. Zach Martin continue tant bien que mal à écumer là où il peut écumer, mais à un moment, il se retrouve un peu seul, même s'il reste du talent. Il y a des Collins, il y a des choses comme ça. Moi, je pense que je partirais aussi sur offensive tackle. Je pense que Slater est un très bon choix. Dans le genre hybride, un choix qui, moi, peut-être me convaincrait moins, mais c'est un joueur qui est très à la mode en ce moment. C'est Adija Vera-Tucker de USC. Alors c'est vrai que moi j'aurais un peu de mal à le prendre en 10, mais alors il était guard, il est passé tackle cette année, et il a impressionné, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je sais pas quelle est sa position préférentielle, mais c'est un joueur, si vraiment ils sont amoureux, qui pourrait créer une petite surprise et arriver en top 10, c'est pas non plus inimaginable. Ah oui, tout à fait, oui. Du coup, au deuxième tour... Après, c'est défense. Défense. On est d'accord, ah, hein, c'est comme pour nos chers amis des Broncos. Moi, il y a un joueur que j'aime... Enfin, il y a plusieurs joueurs que j'aime bien au niveau des edge qui pourraient aller dans cette équipe, mais dans le deuxième ou dans le troisième tour, s'il tombe, un Shaka Toney, par exemple, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner dans cette équipe. Alors, sachant qu'ils ont théoriquement un des meilleurs pass rushers de la ligue, hein, qui est Lawrence, mais bon, qui a connu une saison un peu difficile, donc il faut trouver quelque chose de complémentaire en face. Donc voilà, après il y en a d'autres qui parleront de Jalen Phillips de Miami, qui lui est un peu plus gros pour le coup. Donc Jason Howe aussi de Penn State, donc il y a beaucoup de choix pour le coup qui vont être en tout cas considérés par les Cowboys. Ouais, moi il y en a un autre, tu vois, qui me plairait bien pour les Cowboys, c'est Carlos Basham. Parce que c'est un defensive end qui est très costaud. Et si tu regardes les Cowboys, ils ont quand même DeMarcus Lawrence, qui est plutôt assez rapide, et puis qui va attaquer le quarterback. Mais ça serait bien qu'ils aient justement un defensive end à l'opposé, Tyron Crawford est agent libre, il me semble, et quelqu'un de plus imposant, qui déjà va contrôler son côté contre la course, et puis qui est capable aussi de mettre la pression. C'est un petit peu, alors il est plus grand qu'Everson Griffin, mais c'est un peu ce style-là de defensive end, le big guy, vraiment le costaud, le teigneux, et je verrais bien un Carlos Basham par exemple. Oui, tout à fait, de Wake Forest, un oui. joueur explosif qui pourrait être intéressant. C'est un potentiel physique dingue. Ouais. C'est un potentiel physique dingue. Moi, je me souviens de la liste de Bruce Feldman des plus gros potentiels athlétiques. Le 1, c'était Pay, et le 2, c'était Carlos Basham. Donc, c'est vraiment des joueurs qui ont un potentiel illimité. Bon. Oui. Troisième tour. Arrière défensif ou alors nose tackle, je pense. Hein. Ouais, je pense que nose tackle ou defensive tackle, selon comment on veut appeler, mais ça va être un besoin qui à un moment va se faire ressentir parce qu'ils peuvent pas avoir autant de trous. C'est pas possible, quoi. C'est ça. Je parlais plutôt du nose parce que j'ai quand même confiance en Neville Gallimore, tu vois, qu'ils ont pris l'année dernière, qui a fait plutôt une bonne saison. Sophomore, donc il faut y laisser un peu de temps. Ouais. Et donc plutôt un big guy, style un Tyler Shelvin de LSU ou un Tedarrell Slaton de Florida, par exemple. Vraiment quelqu'un d'imposant pour, comme on dit, clock de middle, pour vraiment se mettre au milieu puis empêcher les courses.
Ou alors sinon, effectivement, s'ils l'ont pas fait avant, forcément, il faut aller voir les arrières défensifs parce que déjà, c'était pas ça du tout en 2020. En plus, ils ont beaucoup de free agents, je les ai pas tous en tête, mais il y a Jordan Lewis, je crois qu'il y a Awuzie également. Donc, il faut absolument qu'ils prennent corner et puis même des safety. Donc après, au troisième tour, tu peux peut-être aller voir des gars comme André Cisco, le safety de Syracuse, ou d'autres cornerbacks. Les arrières défensifs, c'est quand même une priorité, surtout dans la NFL, comme on la voit aujourd'hui. Ouais, moi je suis d'accord. Au troisième tour, je serais parti safety. Il y a du André Cisco, tu as dit. Il y a du Richie Grant de UCF qui est très intéressant aussi. Du Richard LeCounte qui peut descendre. Donc il y a beaucoup de profils. Il y a une grosse homogénéité chez les safety. Ils sont tous deuxième, troisième, borderline, quatrième tour. Et après, bon, on en a parlé. Hein. Il y en a certains qui se détachent comme Meurig ou comme Holland, mais on a quand même une grosse homogénéité. Et selon le profil qui plaira, on peut voir des joueurs intéressants tomber au troisième tour. Ah oui, exactement. Tu vois, même Paris Ford, qu'on n'a pas mentionné, le safety de Pittsburgh. Ouais. Ça, c'est des potentiels titulaires NFL dès la première semaine. Et c'est quelqu'un que tu peux prendre seulement au troisième tour. Tout à fait. Bien, ça clôture un peu cette deuxième partie. J'en profite juste 30 secondes pour vous dire que si vous aimez justement parler des besoins des équipes, que si vous aimez les mock drafts, lundi prochain, rendez-vous sur Touchdown Actu puisque l'équipe draft va vous proposer une mock sur un tour. Je regarde Alain, mais je crois que c'est 18h si je ne dis pas de bêtises. Jean-Michel me confirme. Oui, 18h, oui. Donc voilà, soyez au rendez-vous, c'est le lundi 15 et toute équipe draft ou une grosse partie d'équipe draft sera là pour vous accueillir. Voilà, parenthèse refermée, on va pouvoir passer sur nos pépites. Et on se retrouve tout de suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et donc nos pépites. Alors du côté de Jean-Michel, on parle d'un quarterback, on parle de Shane Buechele, qui est le quarterback de SMU, donc 1m85 pour 93 kg. Qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur et quel est le rôle que tu imagines pour lui ? Bon, le rôle, on va commencer par ça, c'est un rôle de backup. Hein. On parle d'une pépite, donc c'est quelqu'un qu'on va prendre pas avant le 5e, moi je pense au 6e tour. Qu'est-ce qui me plaît ? Beaucoup de choses me plaisent chez lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'improvisation, lui aussi. C'est ce qu'on appelle souvent le gunslinger, c'est-à-dire le gars qui prend des décisions au dernier moment, qui tente des choses et qui les réussit la plupart du temps. Il est précis, ça j'aime bien, il est très précis. Il a donc du talent, parce que c'était un lycéen déjà réputé, qui ensuite a été recruté par l'université de Texas, c'était vraiment un gros profil. Il a de l'expérience, ça fait 4 saisons qu'il joue à l'université, donc il a commencé à Texas, puis donc il a transféré à SMU, qui est aussi dans le Texas, c'est à Houston. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'il a aussi un bon bras. Comme tu l'as dit, c'est pas un quarterback très grand, mais il a un très bon bras, il peut lancer des belles passes profondes. Après, voilà, pourquoi c'est une pépite, pourquoi il sera pas pris, alors pas au premier, même pas au deuxième, ni au troisième, c'est parce que, bon, alors déjà il manque un petit peu de taille, ensuite il est vraiment dans un système universitaire, il joue beaucoup en shotgun tout le temps, c'est un système très écarté, est-ce que vraiment la transition avec la NFL ça va être possible? Ensuite il a quand même des petits problèmes de placement de balles. Donc c'est plus un profil, tu vois, à la Brian Hoyer, à la Colt McCoy. Mais en même temps, tu vois, un backup au niveau de ce poste si important qu'est quarterback, c'est tellement important que ça vaut largement de prendre un 6e tour sur un jeune, talentueux, qui aura les dents longues, qui va apprendre le playbook, qui va pas faire de l'ombre au titulaire, qui va même soutenir dans la QB room. Et moi je trouve que c'est un profil très intéressant ce Shane Buechele. Et d'ailleurs tu vois on parlait des Cowboys là il y a 5 minutes, et ça pourrait être justement un bon choix de draft en fin de draft pour les Cowboys puisque on a vu le souci des blessures avec Dak, on sait qu'Andy Dalton est agent libre, pourquoi pas quelqu'un qui est bien connu au Texas d'ailleurs,
mettre un choix de draft sur Shane Buechele. Ouais, bah je te rejoins. C'est vrai que c'est un joueur qui a peut-être pas la précision élite, qui a peut-être pas les capacités athlétiques élites. Donc bon, ça le limitera dans le choix, mais en effet, avoir un quarterback remplaçant, c'est important, parce qu'il y en a même parfois qui gagnent des Super Bowls. Donc il faut toujours être bien armé de ce côté-là. Moi, je vais parler d'intérieur de la ligne défensive. Je vais parler de Osa Odighizuwa de UCLA, 1m88, 126 kg, qui a fait un très bon Senior Bowl, qui n'a pas fait une très bonne saison. Enfin, pas fait une très bonne carrière universitaire, je dirais, globalement à UCLA. Bon, l'entraîneur, c'est Chip Kelly. Si vous vous souvenez de Chip Kelly en NFL, c'est des systèmes très particuliers, donc on peut aussi se dire qu'il a peut-être été mal utilisé. C'est un joueur qui est techniquement plutôt bon. Il a des mouvements variés, il peut attaquer à l'intérieur, il peut attaquer à l'extérieur. Il est parfois aligné en defensive tackle, il est parfois aligné en defensive end. Donc il est polyvalent. Ça ne sera pas un monstre physique, ça ne sera pas le titulaire d'une équipe NFL, mais ça peut être ton remplaçant numéro 1 en defensive tackle, en 3 techniques, et ton remplaçant numéro 1 en defensive end. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de joueur polyvalent sur ton banc. Après, ça manque d'explosivité, ça manque de puissance, c'est pas un joueur élite. C'est pas un joueur élite. On le voit contre la course, par moment il a tendance à se jeter et on a juste envie de casser l'écran tellement il se jette dans des jambes du joueur au lieu d'assurer son plaquage et forcément il le manque. Donc c'est un joueur qui va nécessiter beaucoup de coaching. C'est un joueur qui sera toujours limité, mais s'il se développe bien, c'est un remplaçant de luxe. Oh oui, bien sûr, mais de toute façon on parle d'une pépite, hein, donc il peut pas être parfait, sinon il partirait au premier tour ou au deuxième. Donc évidemment c'est pas JJ Watt, mais un joueur comme ça, je sais pas si tu... Alors c'est pas vraiment une comparaison, mais tu vois des gars comme Lawrence Guy par exemple, des Patriots, voilà, quelqu'un qui peut jouer un petit peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, qui est solide, qui va vraiment au mastic, qui permet de faire souffler les titulaires dans un match, qui te permet d'avoir tout de même de la qualité si tu as un souci de blessure sur quelques matchs, donc c'est quand même quelqu'un de précieux. Ouais, moi je crois en ce joueur. D'ailleurs, j'espère pour lui qu'il fera une meilleure carrière que son frère aîné, qui avait joué il y a 3-4 ans en NFL et ça n'avait pas trop marché. Mais oui, c'est quelqu'un qui a un sacré potentiel. Bon, bah, je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord et on arrive du coup à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On va pas vous abandonner, hein. Là, jusqu'à la draft. Il y a les War Rooms qui arrivent pour, si vous voulez suivre l'actualité des équipes. Il y a le marché des agents libres. Il y a évidemment la draft. On va continuer à vous accompagner chaque semaine avec des fiches, avec des podcasts. Donc, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on a un programme très, très, très lourd pour l'intersaison. Et on a hâte de continuer à débriefer avec vous les choix de draft. La semaine prochaine, ce sera donc les choix 11 et 12. Et on va continuer comme ça à égrener les équipes une par une. Merci Jean-Michel. Merci Victor. Merci Alain à la technique et merci à vous pour votre écoute et bonne journée à tous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.